1, 2, alors j'essaie le micro. Ok. 1, 2. Bon, a priori, vous êtes tous dans votre lit douillet. Ok, bonjour. Donc Raphaël est présente. Ok, on n'est pas beaucoup a priori. Est-ce que vous m'entendez, Raphaël? Est-ce que le son passe? Ok, c'est bon, bah merci. Je vais attendre encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant ce temps. Ok. Donc, ok, bon, on va commencer. Alors, je vais agrandir ma fenêtre ici. Hop. Voilà. Ok. Donc, il s'agissait donc comme premier exercice, un exercice sur l'invertase. Et on vous disait que l'invertase était un enzyme michaélien. Alors quand on vous dit que c'est un enzyme michaélien, ça veut dire qu'il suit le modèle de Michaelis-Menten, donc qui suit la fameuse hyperbole de saturation, VI égale Vmax S sur Km plus S. Ok. Et que sa réaction est de catalyser l'hydrolyse du saccharose. Donner la formule du saccharose, alors je reviens pas là-dessus, c'était le TD2, la formule du saccharose, où je vois, alors il fallait donner le nom systématique. Hop, là vous aviez l'alpha-D glucose, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là vous aviez le bêta
des fructopyranose avec ici le premier carbone, ici le deuxième, 4, 5 et 6. Donc le nom systématique c'était alpha D glucopyranose, glucopyranosyle. Et alors si je pars d'ici, hein, et donc en partant de ce... Et donc la liaison ici, elle était entre le carbone 1 et le carbone 2. Donc 1, 2, bêta-D fructofuranoside. Ok. Fructofuranoside. Et si vous vouliez partir de l'autre sucre du fructose, donc d'ici, il y aurait eu une liaison 2-1. Donc l'autre façon de le nommer, ça aurait été de dire que c'est aussi du bêta D fructofuranosyle 2-1 alpha D glucopyranoside. Voilà une autre façon. Ok. Je vais me couper 2 secondes le son. Hop. Ok, j'ai rétabli le micro là. Je demandais un conseil à mon fils. Ok, donc voici la question 1, donc je reviens pas là-dessus. Ok, c'était une question de cours. Il faut savoir, je rappelle qu'il faut savoir la formule par cœur du saccharose. Alors ensuite, c'est ce qui m'intéresse le plus. On va étudier la réaction catalysée par cette enzyme et puis des inhibiteurs également. On vous dit que la concentration en glucose produite dans le volume réactionnel est mesurée pour différentes concentrations de saccharose et pour une concentration en invertase de 0,4 mmol par litre. Alors là, je note tout de suite, quand vous avez ça, vous notez tout de suite que E total, ça veut dire qu'on va sans doute vous demander un calcul de la constante catalytique. Donc E total égale 0,4 mmol par litre. Ok. Les résultats sont présentés selon la linéarisation de Eddie-Hofstee dans la figure ci-dessous. Alors des fois on vous donne le nom, mais aussi sachez qu'il faut le savoir, hein, on aurait pu vous dire les résultats sont présentés ci-dessous, quel est le nom de cette linéarisation. Donc dès lors qu'on représente VI en fonction de VI sur S, il s'agit de la linéarisation de Eddie et Hofstee. Ok. Donc question 2, en partant de l'équation de Michaelis-Menten, VI en fonction de S, démontrer l'équation de la droite obtenue par la représentation de Eddie-Hofstee. Il faut voir ici que si on part de VI égale Vmax S sur Km plus S, on va développer cette équation là. Alors ce que je fais généralement pour démontrer Eddie-Hofstee, vous allez ici monter le dénominateur ici au numérateur, ça vous fait VI facteur de Km plus S est égal à Vmax S. Ensuite vous développez ce membre là, ça fait VI Km plus VIS égale Vmax S.
Et puis ensuite, alors comme j'ai besoin d'une expression de VI en fonction de VI sur S, là je vais simplement faire passer ce membre ici de l'autre côté de l'équation. Ça me donne VI KM est égal à Vmax. Alors on va le faire un peu plus judicieusement comme ça. Je vais faire d'une pierre deux coups. On va faire moins VI sur S plus Vmax S. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut simplement diviser chacun des membres par S. Donc si vous divisez ça par S, et si vous divisez ça par S, vous avez l'équation finale qui est... ouh là là, je me suis trompé, c'était le VI sur S. Allons-y, on recommence. Hop, c'était VI sur S que je devais garder. Allons-y, on recommence. Je vais aller trop vite là. Ok. Donc de ce membre, je garde ça. Et je fais passer celui-ci de l'autre côté. Est égal à moins VIKM plus Vmax S. Et c'est là que je vais diviser par S de chaque côté de l'équation. Ok. Donc ça me donne VIS sur S est égal à moins VIKM sur S plus Vmax S sur S. Ok, là vous voyez que vous pouvez simplifier en S, ici et ici. Et vous avez une équation de style VI est égal, alors je vais mettre moins KM VI sur S plus Vmax. Et ça c'est la fameuse droite des T-of-T. D'accord? Y égale moins AX plus B. Et ici la pente est négative. Donc ça donnera toujours une représentation VI en fonction de VI sur S où vous aurez toujours une droite de pente négative. D'accord? Une pente qui diminue. Pente égale moins KM. Ordonnée à l'origine égale Vmax. Et l'abscisse à l'origine qu'il faut savoir, Vmax sur Km. D'accord, faut connaître ces points. Alors on me demande, multicolorie me demande pourquoi on divise le Vmax par S. Bah, après le problème c'est que quand Eddie Hofstee ont linéarisé ça, il faut donner une expression de VI en fonction de VI sur S. Alors je suis d'accord que c'est pas intuitif. Quand on est là, c'est pas intuitif, d'accord, à partir de là. Mais si vous voulez à partir de là donner une expression de VI en fonction de VI sur S, il faudra bien que vous isoliez VI d'un côté. Alors effectivement je me suis trompé, mais c'était ce VI sur S qu'il fallait isoler d'un côté et faire passer les autres membres de l'autre côté. Et vous voyez que il va falloir à un moment diviser par Vmax par S pour enlever les S ici et pour avoir une expression de l'autre côté en fonction de VI sur S. C'est pas intuitif, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai pas trop de. J'avoue que la réponse elle est pas si nette que ça, mais c'est une façon mathématique de trouver. Je sais pas si vous avez vu la démonstration de l'équation de Michaelis-Menten, mais à un moment donné, quand je fais la démonstration de l'équation de Michaelis-Menten, je dois aussi diviser le numérateur et le dénominateur par K1, la petite K1, la constante cinétique. Et si on le fait pas, effectivement, on n'arrive pas à l'équation finale. Voilà, faut l'admettre ça. Ok. Donc n'oubliez pas ces points remarquables que sont la Vmax, la pente
et l'abscisse à l'origine. Vmax c'est l'ordonnée à l'origine, pente moins km, et abscisse à l'origine, Vmax sur km. Ok. Alors ensuite, ok, donc là on a répondu à la question 2. Question 3, il va falloir déterminer les valeurs de Vmax et Km. Alors là j'ai la photo ici, c'est celle-ci. Ok, comme je vais m'en servir tout à l'heure, je vais l'agrandir un peu. Voilà, ok. Alors on vous demande, question 3, déterminer les valeurs de Vmax, Km et K4. Alors K4 on va la calculer avec la formule Vmax égale K4 E total en détaillant les calculs. Alors tout d'abord Vmax, vous prenez Vmax, c'est l'ordonnée à l'origine, d'accord. Ok, je vais le faire en noir ici, comme elle est en noir. Donc vous lisez simplement sur l'axe. La grosse différence, personnellement, moi je préfère la représentation de Eddy-Hofsty parce que la grosse différence avec les doubles inverses et Neuverenberg, c'est que ça vous donne directement la Vmax. Vous n'avez pas besoin de faire l'inverse pour retomber sur le Vmax. Donc là, vous lisez simplement la Vmax et vous lisez les unités qu'il y a marquées. Donc ce sont des millimoles par litre par minute. Ok, alors deux façons de faire après. Soit j'ai fait les deux. Vous prenez, moi c'est ce que je préfère, prenez l'abscisse à l'origine, ça vous savez que c'est Vmax sur Km, et Vmax sur Km c'est un temps moins 1, ici c'est égal à 4 minutes moins 1. Donc Vmax sur Km égale 4 minutes moins 1, vous remplacez dans cette... vous remplacez ici par la valeur de Vmax de 80. Donc si vous savez que Vmax sur Km est égal à 4, vous savez que Vmax est égal à 80, donc vous avez 80 sur Km qui est égal à 4, et là vous déduisez la Km, Km est égal à 80 sur 4. Et ça me donnait 20 millimolaires. Ok. Une Km de 20 millimolaires. Alors la deuxième possibilité que vous pouvez utiliser, c'est de dire que ici la pente c'est moins Km. C'est une pente négative. Hein. C'est une droite qui décroît, donc c'est une pente négative. Le problème des pentes, c'est que souvent vous vous embrouillez quand vous faites les calculs des pentes. C'est pour ça que moi je vous conseille de prendre l'abscisse à l'origine et de remplacer la valeur de Vmax que vous venez juste de trouver dans cette abscisse à l'origine. Si vous vouliez faire les pentes, je l'ai fait ici, donc je vais vous la faire là. Ok, mais attention, c'est casse-figure, je le ferai pas. Vous prenez le point ici, A de coordonnées 0, 80. Vous prenez le point B de coordonnées 4, 0. Et la pente, c'est... Alors ça c'est la formule que vous devez savoir, hein. Ça n'a jamais changé depuis le lycée. YB moins YA sur XB moins XA. Et l'application numérique, ça me donne 0 moins 80 sur 4. Hop. Sur 4 moins 0. Et ça me donne moins 80 sur 4, ça me donne moins 20. Et ça, c'est bien égal à moins la Km. Donc, Km est égal à 20 millimoles par litre. Voilà pour la pente. Mais je vous déconseille de le faire. Ok, donc on a déterminé la Vmax, on a déterminé la Km ici. Maintenant, on va déterminer la K4, on me demande la K4.
K4 ou K2, qui est la constante catalytique. Pour calculer la K4, je vous rappelle qu'il faut toujours utiliser la formule que vous devez savoir, Vmax égale K4 fois E total. Et n'oubliez pas qu'on avait E total, je l'ai mise, je sais plus où, je l'ai mise là. D'accord. On avait E total, c'est 0,4 mmol par litre. Donc vous faites attention à ce que les unités soient homogènes. Si la Vmax est en millimol par litre et la K4, la E total est aussi en millimol par litre, donc Vmax en millimol par litre par minute. Alors, je vais bien le marquer. Ici, elle va être en millimol par litre par minute. Ici, elle va être en millimol par litre. Donc là, vous aurez une K4 qui sera en minute moins 1. Le petit piège, c'est que on peut vous donner ici la E totale en micromol par litre, alors qu'on vous a donné, vous avez extrait une Vmax en millimol par litre par minute. Donc si vous avez des millimoles par litre par minute et des micromoles par litre, bah, il faut homogénéiser l'une des deux. D'accord. Soit vous convertissez celle-ci, si elle était en micromol, vous la convertissez en millimol, ou alors si celle-ci était en millimol par litre par minute, vous la convertissez en micromol par litre par minute. Donc faites attention à ce que ces unités-là soient homogènes, la Vmax et le total, avant d'extraire votre K4. Et là, l'application numérique, c'était K4 égale Vmax sur total, c'était égal à 80 sur 0,4, c'était égal à 200 minutes moins 1. Ok, donc on n'a pas demandé, mais généralement on dit quelle est la signification de la K4. Je vous rappelle, la K4 c'est le turnover number, c'est le nombre de cycles catalytiques effectués par une molécule d'enzyme par unité de temps. Ici 200 minutes moins 1, ça veut dire que une molécule d'enzyme effectue 200 fois le cycle catalytique par minute. Ok. Alors, quatrième question. Tracé sur la figure, la droite attendue pour une expérience effectuée en présence de 0,2 mmol par litre d'enzyme. Justifiez votre réponse, identifiez cette droite. Ok. Alors j'en suis ici, voilà. Donc 0,2 mmol par litre. Si on utilise 0,2 mmol par litre d'enzyme, ça veut donc dire si j'utilise combien de fois moins ou combien de fois plus d'enzymes par rapport à la condition précédente. Et la condition précédente, on avait vu qu'on avait utilisé 0,4. Donc vous comparez tout de suite la nouvelle concentration d'enzymes avec la concentration précédente. Et ici, vous étiez à 2 fois moins d'enzymes. « 0,4 sur 0,2, c'est égal à 2 fois moins d'enzymes que précédemment. » Donc, quand on fait des expériences, je vous rappelle, avec des concentrations d'enzymes différentes qu'une expérience préliminaire, la Vmax est affectée, la Km ne sera jamais affectée. Donc ici, la Vmax va chuter d'un facteur 2. Et vous aurez une Vmax qui sera égale, alors on était à 80, qui sera égale à 40 millimol par litre par minute. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire en marron. Je
je vais un peu faire le ménage ici. Bon. Allez, hop. Donc je me mets à 40. La KM ne va pas changer, hein. Donc si la KM ne change pas, ça veut dire que la pente, moins KM, ne changera pas par rapport à la droite d'origine. Ça veut dire que la droite que je vais tracer va être parallèle à la droite d'origine. Si vous vouliez, alors je crois que j'avais calculé la KM, je me souviens plus. La Vmax, donc KM inchangé, j'avais dit que donc ça ce serait égal à 20 millimolaires. Donc j'avais aussi calculé la nouvelle Vmax sur KM qui sera égale à 40 sur 20 qui sera égale à 2 minutes moins 1. Donc vous revenez à votre droite, alors soit je reprends le point d'abscisse 2 minutes moins 1 et je trace. Alors hop, si je trace ici en mettant ma règle, ça devrait le faire. Hop. Et donc vous voyez que la droite est parallèle. Donc là j'ai mis... on va faire un peu de ménage là parce que c'est pas très joli. Ok. Avec... deux fois moins d'enzymes. Ok. Alors maintenant on va étudier les inhibiteurs, c'est l'objet de cette séance de TD, c'était l'étude d'inhibiteurs. Alors on vous dit, on étudie par la suite l'effet d'inhibiteurs sur l'activité, de différents inhibiteurs sur l'activité de l'enzyme utilisé à la concentration initiale de 0,4 mmol par litre. Donc ça va être la question 5, donc je reviens pour la question 5, on est dans les conditions initiales. On va tester des inhibiteurs avec une E totale qui est redevenue à 0,4 millimol par litre. Ok, et on me dit en présence d'un édulcorant, le sucralose, avec du sucralose, ok, la K'M de l'enzyme est de 40 millimoles par litre. Ok. De quel type d'inhibition s'agit-il? Justifiez votre réponse et tracez sur la figure la droite attendue, identifiez cette droite. Alors après, il faut savoir effectivement les trois types d'inhibition qu'on vous demande. Alors j'avais fait un petit tableau ici, j'avais préparé, que je vais vous mettre là, qui est important. Moi je pense qu'il faut le savoir, ce tableau-là. Selon les différents types d'inhibiteurs, pardon, ben vous avez des paramètres qui vont varier K'M ou V'max. Alors dès lors qu'on utilise un inhibiteur, on va parler de K' et de V', d'accord, pour comparer à la Km qui n'a pas le prime et à la Vmax qui n'a pas le prime, qui sont les paramètres de l'enzyme sans inhibiteur. Donc quand on étudie un inhibiteur compétitif, que j'ai mis ici en jaune, vous avez une K'M qui va être affectée. Alors non seulement il faut dire qu'elle est affectée, mais dans quel sens? Est-ce qu'elle a augmenté ou est-ce qu'elle a diminué? Elle est affectée dans le sens d'une augmentation. K'M est supérieur à Km. Alors si la K'M a augmenté, ça veut dire que l'affinité a diminué. Par contre, dans le cas d'un inhibiteur compétitif, la V'max est inchangée.
Donc V'max égale Vmax et vous spécifiez qu'elle est inchangée. Pour ce qui est d'un inhibiteur non compétitif, on va le voir tout à l'heure, la K'M est inchangée, elle sera égale à la Km, et la V'max a diminué. Et enfin, pour ce qui est d'un inhibiteur incompétitif, mais là on ne va pas le voir dans cet exercice, vous avez les deux paramètres qui sont affectés, à la fois la K'M, alors attention, la K'M, elle est affectée dans le sens d'une diminution, donc c'est un peu contre-intuitif, mais ça veut dire que l'affinité semble avoir augmenté, et la V'max est aussi affectée dans le sens d'une diminution. Si vous voyez le bilan pour les Vmax, les V'max, pardon, soit elles sont inchangées, soit elles sont toujours diminuées. Vous ne pouvez jamais avoir un inhibiteur qui va augmenter la Vmax. Et pour les K'M, soit elles sont inchangées, soit elles sont augmentées, soit elles sont diminuées. Là, il faut réfléchir un petit peu, de savoir dans quel type d'inhibition j'ai ce genre de variation. Alors ici, vous aviez une K'M qui est égale à 40 millimolaires. Vous la comparez avec la Km. Donc ici, je vois bien, alors j'en suis à la petite 5. K'M égale 40 millimolaires. 40 millimoles par litre. Donc elle est supérieure à la Km. Je vous rappelle, la Km est égale à 20 millimoles par litre. Donc vous avez une K'M qui a augmenté. Donc, vous regardez votre tableau, vous aviez affaire ici à un inhibiteur compétitif. Compétitif, je vous conseille de le noter en toutes lettres. Vous pouvez mettre entre parenthèses IC, mais c'est pas une abréviation admise par tout le monde, d'accord? Donc il vaut mieux l'écrire en toutes lettres. Et je l'ai fait ici en jaune. Ok, et il faut tracer sur la droite, justifier votre réponse et tracer sur la figure la droite attendue, identifier cette droite. Donc on a un K'M, alors qu'est-ce que je peux dire aussi? On peut dire ici que la V'max égale Vmax, elle sera inchangée, elle est toujours égale à 80. Ok, et donc mon abscisse à l'origine qui sera égal à V'max sur K'M sera égal à, donc, à 80 sur 40 et 2 minutes moins 1. Ok. Donc ça, je vais le faire. Donc ça, ce sera. Hop, on va le faire en rouge. Ordonnée à l'origine inchangée. Et ça, ce sera une nouvelle abscisse à l'origine. Et ça, je vais la tracer en rouge. Hop, je reviens là. Donc ici, j'aurai une ordonnée à l'origine qui sera inchangée, une abscisse à l'origine qui sera modifiée. Donc, hop, hop, hop. Hop, ça doit faire un truc un peu comme ça. Donc je mets une règle sur mon écran. Et ça, en présence. Sucralose. Entre parenthèses, vous pouvez mettre inhibiteur compétitif. Ok. Et qu'est-ce que je peux dire aussi? Vous voyez que la pente de cette droite, elle est plus abrupte que la pente de la droite
témoin. Donc ça veut dire que la KM a augmenté. Dès lors que vous avez une pente qui est plus abrupte, c'est-à-dire que la pente a augmenté. D'accord? Vous pouvez aussi voir simplement en regardant les droites, en comparant, on dit voilà l'abscisse à l'origine c'est ça, la pente c'est ça. Si j'ai une pente qui est de plus en plus abrupte, d'accord, bah, ça veut dire que la KM augmente. Si j'ai une pente qui est de plus en plus douce, ça veut dire que j'ai la KM qui a diminué. Ok, donc ça c'était pour la question 5. Hop. J'en suis là. Et question 6, c'est un inhibiteur non compétitif. Inhibiteur non compétitif. Alors il faut le marquer en toutes lettres. INC c'est du jargon entre nous, mais il faut mettre non compétitif. Ok. On vous dit que dans cette expérience avec un inhibiteur non compétitif, on mesure une VI qui est égale à 30 millimoles par litre par minute pour une concentration de S égale à 20 millimoles par litre. Alors on est dans le cas d'un inhibiteur non compétitif, en vert ici. Donc ce qu'on peut dire ici, la K'M sera égale à la Km, vous mettez entre parenthèses inchangé. Et par contre, la V'max, elle sera inférieure à la Vmax, elle sera diminuée. Je vous rappelle que les Vmax, dans le cas d'inhibiteur, si c'est le paramètre qui est affecté, il sera toujours affecté dans le sens d'une diminution. Alors, je retourne à la question de Raphaël. Q5, on supposait que la V'max était inchangée. Oui. Pourquoi? Parce que on n'a aucun, dans ces trois types d'inhibition que vous devez savoir, dès lors que la Km a été affectée dans le sens d'une augmentation, alors il s'agissait d'un inhibiteur compétitif. Et donc vous déduisiez que la Vmax était inchangée. Mais je suis d'accord que moi j'aime bien prouver que les deux, qu'il y a un paramètre qui a changé, en l'occurrence la Km, et que l'autre était resté non affecté. Mais oui, c'était, il fallait supposer, c'est pas on supposait, on concluait donc que la V'max était inchangée. D'accord? Il fallait conclure que la V'max était inchangée. Ok, alors là c'est un peu plus, je l'ai fait en quoi? Je l'ai fait en vert. Hop, elle est ici. Quand la Km est inchangée et que la Vmax a diminué. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai dit que la Km était inchangée, donc K'M, hop, pardon. « 20 millimoles par litre. » Ok. Maintenant, il faut calculer la V'max. Alors la V'max, on ne vous la donne pas. On vous donne juste une indication. On vous dit que dans ces conditions-là, on mesure une VI qui est égale à, je l'ai fait en vert, 30 millimolaires quand S égale 20 millimoles par litre. Bah, ça, c'était quelque chose pour vous mettre sur la voie. C'était cette VI-là, c'était pas la Vmax, d'accord? C'était une VI
qu'on dosait pour S égale 20 millimolaires. Donc il faut comparer, souvent c'est un point remarquable de la fonction de Michaelis. Là c'est simplement pour vous montrer que on était à la km. D'accord? Là, on était à la km dans ce cas de figure-là. Pour 20 millimoles. Pour 20 millimoles par litre, c'était ça. On mesurait une VI de 30 millimoles par litre par minute. C'était donc Vmax sur 2. Donc ici, il fallait simplement déduire pour S égale 20 millimoles par litre. Donc c'est égal à la km. On dose une vitesse VI qui est égale à Vmax sur 2. Donc les 30 millimoles par litre par minute, c'était Vmax sur 2. C'était le petit piège qu'il fallait... Enfin, c'est pas un piège, c'est simplement c'était simplement une déduction qu'il fallait faire. Donc, V'max est égal à 2 fois 30 est égal à 60 millimoles par litre par minute. Donc voilà ma V'max que je devais déduire. Ok. Donc vous avez, ça c'est la nouvelle ordonnée à l'origine. Parce qu'il faut la tracer. Et soit vous faites, comme la km n'a pas changé, soit vous faites une droite qui sera parallèle à la droite de référence, sans inhibiteur, soit vous calculez l'abscisse à l'origine, et j'ai calculé l'abscisse à l'origine. Donc V'max sur K'm sera égal à 60. K'm n'a pas bougé, c'est donc 20. D'accord, donc ça fait 3 minutes moins 1. Et donc ça, ce sera nouvelle abscisse à l'origine. Et là, je vais faire droite verte. Donc je fais 63. Donc je reviens sur mon petit schéma ici. Je vais prendre 60. Je vais prendre 3 et vous vous rendrez compte que c'est bien une droite qui est parallèle à la droite de référence. Ça c'est avec l'inhibiteur non compétitif. On a bien une droite verte qui est parallèle à la droite noire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? C'est la question, dernière question 7. Ah oui, c'est une question qui vous demandait de comparer la structure des inhibiteurs et de pouvoir déduire en fonction de la structure d'un inhibiteur si ça peut être un inhibiteur compétitif ou non compétitif. Et là, en l'occurrence, on vous donnait la structure des molécules utilisées pour inhiber l'activité de l'invertase est représentée ci-dessous. A, vous aviez, alors est-ce que je vais les remettre aussi? C'était celle-ci. Est-ce que c'est celle? Ouais, c'est celle-ci. Ok. Ça, c'était la question petit 7. Et B, c'était voilà, une autre petite molécule. Question 7. Attribuez les deux structures aux deux inhibiteurs évoqués précédemment en justifiant votre choix. Dans le cas d'un inhibiteur compétitif, souvent, très souvent, alors c'est pas, des fois il y a des petites exceptions, mais très souvent, on appelle ça des analogues structuraux du substrat. C'est un analogue structural du substrat.
Ça veut dire quoi un analogue structural du substrat? Ça veut dire que c'est une molécule qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au substrat. Et là, bon, il fallait juste raisonner en disant, voilà, je connais le substrat, on me l'a montré ici, c'est ça le substrat, d'accord? C'est le saccharose. Est-ce que parmi ces deux molécules qu'on me présente à la question 7, A et B, il n'y en a pas une qui ressemble un peu plus au saccharose, tout simplement? Ah bah, c'était la A, effectivement. Alors la seule différence que je vois, enfin une des différences, c'est que là il y a des groupements chlore, d'accord? Ici aussi, j'avais pas vu celui-là. Donc il y a des groupements chlore, mais grosso modo, ça ressemble au saccharose. Donc vous dites simplement que c'est un analogue structural du substrat. Et donc si c'est un analogue structural du substrat, s'il ressemble comme deux gouttes d'eau au substrat, il a de grandes chances de se fixer pas exactement, mais de grandes chances de se fixer au site sur lequel va se fixer le substrat, donc au site actif. Et donc ça va faire une compétition, donc ça va être un inhibiteur compétitif du substrat. C'est ce qu'on appelle l'inhibition compétitive. Alors on l'appelait le sucralose, d'accord? C'est l'inhibiteur compétitif. Et l'autre, ben, par déduction, vous déduisiez que ça, c'était l'inhibiteur non compétitif. Il ressemble pas. Alors c'est l'urée, ça, si vous n'étiez pas censé le savoir, d'accord? Alors l'urée, c'est un agent dénaturant, il faut faire attention, si vous l'utilisez à trop forte concentration, il va dénaturer l'enzyme, donc il va débobiner l'enzyme. Mais pour cette enzyme-là, à des concentrations plutôt faibles, il avait un pouvoir d'inhiber de façon non compétitive l'enzyme, c'est-à-dire qu'il allait se fixer à un autre, si ça c'est le site actif de l'enzyme, mon inhibiteur compétitif il va se mettre ici, et un inhibiteur non compétitif il va se mettre par exemple ici, autre part. D'accord? Donc l'urée se fixerait sans doute autre part que au site actif. Ok, j'espère que vous avez tout compris. Alors, comme petit rappel, moi je voulais mettre ok, ici, parce qu'on n'a pas vu l'inhibiteur incompétitif en Eddy of Stee. Alors, je vais vous le faire ici, rapidement. Hop, en Eddy of Stee, on va voir justement, après en Lineweaver and Burke. Alors, ça peut être des secondes moins 1, tout dépend de comment on a mesuré la vitesse, si c'était en minutes ou en secondes. VI, et là j'ai mis, allez, on va changer un peu, on va mettre micromol, ça peut être des micromoles par litre par minute. Ok. Donc, elle est où ma règle? Elle est là. Hop. Si j'avais une droite ici, que je vais faire sans inhibiteur. Ensuite, j'ai fait en rouge un inhibiteur compétitif. Donc, la Vmax est inchangée. Par contre, c'est la Km qui augmente, donc la pente sera plus raide. Donc là, vous avez un inhibiteur compétitif. Ok, un inhibiteur non compétitif, je l'ai mis en vert. Donc vous aurez la Vmax qui est affectée, mais la pente n'est pas touchée. D'accord. Donc la Km est inchangée. Et j'ai mis ici, hop, en marron, un inhibiteur incompétitif. Alors un inhibiteur incompétitif, ça va affecter la Vmax. Alors je peux le mettre ici aussi. Et la Km va être diminuée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'affinité augmente. Donc la pente va être plus douce. Et
généralement, la Km et la Vmax, ce sont les deux paramètres qui sont affectés dans le cas d'un inhibiteur incompétitif. Hop, pardon. Hop là, on va enlever cette... Voilà. Donc je disais que les deux paramètres sont affectés, ils sont affectés d'un même ordre de grandeur, d'une même constance, d'accord? Donc l'abscisse à l'origine va toujours être la même. Donc vous aurez toujours la même abscisse à l'origine. Donc voilà ce que ça donnerait, ce qu'on n'a pas vu dans cet exercice, dans le cadre d'un inhibiteur incompétitif. IIC ou IUC, uncompetitive, ça c'est dans les bouquins anglo-saxons. Bon, retenez IIC, inhibition incompétitive. Ok. Donc ça c'était pour l'exercice 1. Ok, donc je vous rappelle ce petit tableau, hein, on va le remettre ici, comme ça c'est plus joli. Ça c'est le bilan qu'il faut retenir. Si vous voulez faire un screenshot, hop, c'est le bilan de ce qu'il faut retenir des différents types d'inhibition. Voilà. Ok, j'aurais dû faire en jaune pour le compétitif si je voulais suivre le même code couleur, mais c'est pas grave. Ok. Exercice 2. Exercice 2, c'est qui est quoi? Hop. Alors on vous dit, l'étude d'une enzyme micalienne en présence de différentes molécules inhibitrices ou substrats a permis d'obtenir des représentations de Lineweaver and Burke données ci-dessous. Donc là on est en représentation en double inverse ou Lineweaver and Burke. Lineweaver et Burke. Je vous rappelle, c'est 1 sur VI en fonction de 1 sur S. Indiquer sur le graphe la signification de chacun des axes. Alors j'ai aussi le... C'est celui-là. Je vais l'agrandir aussi ici. Ok. Donc qu'est-ce que je mets? Je mets ici, c'était 1. Alors généralement, c'est des inverses d'unité de vitesse. Donc c'est des millimoles moins 1 fois litre fois minute. C'est des inverses de vitesse. Ou micromol, hein, ou nanomol, ça dépend de... Et ça, c'était des 1 sur S. C'est des inverses, on va mettre, de concentration. Millimol moins 1 fois litre. Voilà, hop. Alors, il ne va pas se remettre en... Il a bugué. Hop. Ok. Mon tableur vient de bugger. Alors, attendez. J'espère qu'il a... Hop, pardon. J'espère qu'il a sauvegardé quand même ce que je viens d'écrire. En Zimo. Celle-ci. Voilà, c'est bon. C'est revenu. Ok. Donc voilà ce qu'il fallait mettre sur l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors, écrire l'équation de la droite de référence en utilisant les constantes Km et K'M. Donc ça on l'a vu dans le TD, TD précédent. Je vais pas faire la démonstration. C'est donc 1 sur VI égale
Km sur Vmax fois 1 sur S plus 1 sur Vmax, c'est bien une droite du type Y égale hop, à X plus B. Ok, et ensuite dans la question 3, ça c'était la 2, et dans la question 3, on vous demandait d'identifier les différentes situations correspondant à chaque droite, justifier votre réponse. Alors n'oubliez pas qu'on a mis dans l'énoncé qu'on a étudié une enzyme michaélienne, ok, et que cette enzyme, elle a été soit étudiée en présence de différentes molécules inhibitrices ou différents substrats. Donc dans les cas, vous verrez qu'on va bien retrouver les trois cas d'inhibition non compétitive, compétitive et incompétitive. Et il y a deux autres cas où alors on va trouver que c'est un substrat qui a été différent ou c'est une concentration d'enzyme qui a été différente. Ok, alors je vais commencer par les inhibiteurs. Alors, contrairement à ce qui a été fait dans la correction du TD, les A et B, c'est des cas un peu particuliers où on a utilisé des substrats différents ou des concentrations d'enzymes différentes. Je vais commencer d'abord par CD. Alors, le cas droite, c'est hop là, droite C, c'est celle-ci. Donc, pour la droite C, vous avez ça et vous avez ça. La droite E de référence, je vais la refaire en marron pour bien comparer ici. Ça, c'est ce qu'on appelle 1 sur Vmax. On n'utilise pas de prime ici, c'est la droite de référence. Et ça, c'est moins 1 sur Km. D'accord? Donc si je reviens à ma droite C, que je fais en bleu ici, j'ai ici une ordonnée à l'origine qui a changé. Par contre, ici, l'abscisse à l'origine n'a pas changé. D'accord? Donc la droite C, on a en bleu moins 1 sur Km, K' est égal à moins 1 sur Km. Vous pouvez dire inchangé. D'accord? C'est la même que celle de la droite de référence. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que 1 sur V'max est supérieur à 1 sur Vmax. Alors attention, on est dans des inverses là. 1 sur V'max, c'est en bleu, ce que je viens de faire ici en bleu. 1 sur V'max est supérieur à 1 sur Vmax. Donc ça veut dire que V'max est inférieur à Vmax. D'accord? Puisque ce sont des inverses. Il est inférieur à Vmax, donc à diminuer. Et je vous ai dit de toute façon, à chaque fois que la Vmax est atteinte par un inhibiteur, soit elle n'est pas atteinte, donc elle est inchangée, et si elle est atteinte dans le sens d'une diminution, elle ne peut pas augmenter, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir un inhibiteur qui augmente la Vmax. Vous verrez qu'il y a des molécules qui augmentent les Vmax, ce sont des régulateurs allostériques, mais ça vous le verrez en L3. Donc en L1, il n'y a pas de molécules, enfin considérez qu'il n'y a pas de molécules inhibitrices qui peuvent augmenter la Vmax, c'est pas possible. Bah donc là on était dans le cas d'un inhibiteur. Hop là, pardon. Puisque la Km était inchangée et que la Vmax avait diminué, c'était un non compétitif. Voilà, inhibiteur non compétitif. Ensuite, j'ai fait la droite D. Ok, on va faire la droite D en rouge. Bah, pareil, hein, vous regardez ce qui a changé.
Ici, pour la droite D, vous avez la Vmax qui n'a pas changé. Et ici, vous avez un moins 1 sur K'M qui a augmenté. Alors, généralement, on compare la valeur absolue de 1 sur K'M. Donc, mais là, vous voyez que moins 1 sur K'M, ça s'approche de l'axe. D'accord, il s'approche de l'axe des ordonnées, donc il a augmenté. Donc, moins 1 sur K'M. Donc, 1 sur K'M a diminué. Donc, K'M a augmenté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Droite D. J'ai donc dit pour K'M, c'est la droite rouge. Ok. J'ai donc moins 1 sur K'M qui est supérieur à moins 1 sur Km. Ça veut dire en langage mathématique, ça équivaut à dire que 1 sur K'M est inférieur à 1 sur Km. Ça veut donc dire, comme c'est des inverses, que K'M est supérieur à Km. Donc vous dites que K'M a augmenté. Et puis les V'Max c'était la même ordonnée à l'origine. Donc vous dites que 1 sur V'Max est égal à 1 sur Vmax. Vous dites que donc V'Max égale Vmax, vous mettez inchangé. Si vous avez une K'M qui a augmenté et une Vmax qui est inchangée, c'est que vous étiez en présence d'un inhibiteur compétitif. Ok, IC, donc la droite D, c'est égal à un inhibiteur compétitif. Et enfin la droite E, que je vais faire en vert. Ok. Donc la droite E, vous la reprenez ici. Je refais en vert, je repasse ici. Vous avez un V'Max qui a augmenté. 1 sur V'Max. 1 sur V'Max qui a augmenté, donc la V'Max va diminuer. Et hop, c'est ici. Moins 1. Donc le moins 1 sur K'M, cette fois-ci, moins 1 sur K'M, il a diminué. Il part dans les graduations négatives. D'accord? Donc il a diminué. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Moins 1 sur K'M est inférieur à moins. Ça, en langage mathématique, ça veut dire que 1 sur K'M, si on prend la valeur absolue, on change de signe, est supérieur à 1 sur Km. Comme c'est des inverses, ça veut dire que K'M est inférieur à Km. Et vous dites que K'M a diminué. Ok. Et la Vmax est affectée aussi. Vous aviez 1 sur V'Max qui était supérieur à 1 sur Vmax. Ça voulait dire que V'Max était inférieur à Vmax. Elle était aussi diminuée. Ça veut dire que E est un inhibiteur incompétitif, ou ce que j'appelle dans mon jargon IC, mais vaut mieux le marquer en toutes lettres.
IIC. Voilà, enfin, il fallait prendre les deux cas, les deux cas particuliers B, A et B. Alors A et B, c'était des cas particuliers, donc je vais les traiter ici. Droite A. Alors la droite A, on va la faire, allons-y, en violet. La droite A, qu'est-ce que vous aviez sur la droite A? Vous aviez une Vmax, 1 sur Vmax qui a chuté, donc Vmax a augmenté. Par contre, la KM était identique, d'accord? Est égal à moins 1 sur KM. Sur Vmax. Donc là, ça veut dire, attention, que la V'max est supérieure à la Vmax. Alors je viens de vous dire qu'il n'y a jamais, dans L1, vous verrez jamais d'inhibiteur qui augmente la Vmax. Quelle est la façon? Alors je continue parce qu'on va faire aussi sur moins 1 sur K' est égal à moins 1 sur Km. Donc vous mettez que K' égale Km, elle est inchangée. Quelle est la façon d'obtenir une Vmax qui a doublé? Là, c'était simplement la seule façon que vous connaissez, c'est de dire bah, j'ai pris 2 fois plus d'enzymes. Donc dans cette condition-là, il fallait dire que ici, 2 fois plus d'enzymes ont été utilisées. Ah oui, alors on pouvait quantifier, je crois. C'était voilà, il y avait un facteur 2, d'accord. Pourquoi je dis 2 fois plus? Parce que là, ça a doublé, d'accord. Il y a un facteur 2. Deux fois plus d'enzymes ont été utilisées. Donc A, c'était ici, vous mettiez avec 2 fois plus d'enzymes. Et enfin, il y avait la droite B, dernière droite. Allons-y, je vais la faire ici en marron. La droite B, qu'est-ce qu'il y avait dans cette droite B? Vous aviez ici la Vmax, 1 sur Vmax qui était inchangée, d'accord? Mais pareil, ici, vous aviez un moins 1 sur K' qui était plus petit, d'accord? Donc la K' avait diminué. Donc, « 1 sur V'max égale 1 sur Vmax », vous en déduisiez que V'max égale Vmax égale inchangé. Ok. Et que moins 1 sur K' était plus petit que, hop là, pardon, que moins 1 sur Km, ce qui voulait dire que 1 sur K' était supérieur à 1 sur Km, ce qui voulait dire que K' était inférieur à Km et qu'il avait diminué. Donc l'affinité a augmenté. Ok.
Ok. Et bien là, vous pouviez simplement déduire, comme dans le début de l'énoncé, on vous avait dit qu'on avait utilisé cette enzyme avec des molécules inhibitrices ou des substrats différents. Ben, ici, il fallait dire simplement qu'on a utilisé un nouveau substrat qui a une affinité un peu plus forte pour l'enzyme, tout simplement. Hop, on a utilisé un substrat différent qui a une plus forte affinité pour l'enzyme. Ok. Là, vous mettiez hop, S différent. Ok. Alors, on a à peu près fait le tour du TD. Alors, il y avait aussi la méthodologie. Hop, j'ai un petit bug récurrent là. Hop. Voilà. Il y avait la méthodologie aussi. Alors, on va aborder rapidement la méthodologie. C'était pour vous rappeler un peu le... Écrire l'équation générale de type y égale f de x pour les représentations linéaires a et b ci-dessous, en choisissant a et b comme constantes. Vous aviez vu, alors je crois que j'ai aussi fait la photo ici, c'est celle-ci, hop. Que a c'était une représentation de Eddy of C, et que B c'était une représentation de Lineweaver-Burk. Ok, donc tout ce qu'il faut voir, c'est que dans la représentation de A, là, vous avez une pente négative, d'accord, elle va vers le bas quand on passe les x croissants. Là, quand on considère les x croissants, là, elle va vers le haut, donc ça, c'est une pente positive. Donc ça, c'est une pente négative. Ben, si je dois écrire la droite, je dirais y égale moins ax plus b. Là, vous avez une pente positive. Là, la droite sera du type y égale ax plus b. D'accord? Et puis ensuite, il fallait nommer, donc là je les ai nommés. Il fallait compléter les cases. Donc là, n'oubliez pas que c'est VI en fonction de VI sur S. Et là, c'est 1 sur VI en fonction de 1 sur S. Ok? Et les unités, ma foi, vous pouvez dire que là, ça peut être... Généralement, ça, c'est des concentrations par unité de temps. D'accord? Donc je vais mettre concentration par minute. Alors vous pouvez mettre des micromoles par litre par minute, ou des millimoles par litre par minute, ou des nanomoles par ml par minute. Mais c'est des concentrations souvent. Ça, c'est des temps moins 1. Donc souvent, c'est des minutes. Si là, j'ai utilisé des minutes pour mes expressions de vitesse, d'unité de vitesse, ou c'est des secondes si j'ai exprimé mes vitesses en secondes. Ça, ce sont des inverses de concentration. 1 sur concentration. Donc, millimol moins 1 fois litre. Hop, 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 hop. Millimol moins 1 fois litre. Et inverse de vitesse, là, je vais trop vite, fois minute.
Hop là, je suis allé un peu trop vite. Un sur concentration par minute, si je remets, c'est donc millimol moins 1 fois litre fois minute. Ok. Et ça, c'est 1 sur concentration, donc souvent c'est des millimol moins 1 fois litre. Ok. Dans cet exercice-là, je réponds à la question de Raphaël, pourquoi est-ce qu'on a deux représentations linéaires? Pourquoi Alors, attends, d'abord, je reviens à la concentration, à la question d'Eliott. C'est pas toujours des concentrations. Effectivement, ça peut ne pas être des concentrations. Des fois aussi, c'est des quantités. Alors, on avait ça dans la méthodologie du TD, du TD précédent. Vous pouvez mettre une vitesse, moi ça me dérange pas. Vous pouvez mettre une vitesse en millimol par minute. D'accord? Ça me dérange pas qu'on mette une VI en millimol par minute. Si après vous me précisez dans quel volume vous avez fait votre test. Si je l'ai fait dans 4 ml, après ben, je pourrais toujours calculer en millimol par litre, me ramener à 1 litre, faire une règle de proportion, une règle de 3 et la reconvertir en millimol par litre. Voilà. Après, ça peut être des millimoles par litre. Ça peut être aussi, souvenez-vous, ça peut être aussi des absorbances par minute. Si vous avez vous mettez votre tube dans un spectro et vous avez simplement la lecture de l'absorbance du produit qui apparaît par minute, ben vous avez en première donnée brute, vos VI elles sont en absorbance par minute. Mais ça, après, je pourrais aussi les convertir en mol par litre par minute si j'ai l'epsilon grâce à Beer-Lambert, grâce à la loi de Beer-Lambert. Bon, je dirais qu'il faut être attentif à l'énoncé de l'exercice et à ce qu'on vous dit. Si jamais moi on me donne une VI en absorbance par minute, ça voudra me dire sans doute qu'on va me donner l'epsilon molaire de la molécule qui absorbe. Ça voudra dire sans doute qu'on va me demander de convertir des absorbances en mol par litre par minute grâce à la loi de Beer-Lambert, etc. Mais le plus général, c'est effectivement c'est des concentrations par minute, mais ça peut être aussi des quantités, mol par litre par minute, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être aussi des milligrammes par minute si quelqu'un a trouvé qu'un substrat a pesé le substrat, mais là, on va dans des considérations qui sont de plus en plus farfelues. Mais si je connais la masse molaire de mon substrat, je pourrais la convertir en mol par minute, et si j'ai le volume, je pourrais la convertir en mol par litre par minute. Donc c'est pas toujours des concentrations, mais le plus souvent, on doit avoir une méthode. Si on veut faire une publication et on veut normaliser nos façons de noter, on doit trouver une méthode qui nous permet de convertir notre vitesse en concentration par minute. Pour la question de Raphaël qui me dit pourquoi est-ce qu'on a deux représentations linéaires, alors ça c'est les deux représentations qu'il faut savoir, d'accord? Il y a des représentations de Haynes, là c'est Eddie Hofstee et Céline Weaver-Handorf, c'est les plus usités, mais bon c'est pas forcément les meilleurs. Sachez qu'il y a d'autres représentations, d'autres linéarisations, mais voilà, faut savoir en L1 votre niveau, ces deux, ces deux linéarisations. Okay, ça permet simplement de, 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 de calculer les paramètres Vmax et Km de façon précise, alors que notre branche d'hyperbole, je vous rappelle, on traçait un plateau qui nous permettait d'estimer la Vmax, et donc par-delà même on estimait la Km avec Vmax sur 2 en lisant la concentration de substrat. Là, ça permet d'être un peu plus précis. Sachez maintenant que on a des ordinateurs, et les ordinateurs, si jamais moi je vous trace simplement VI en fonction de S, et j'ai, hop, mes points comme ça, qui vont faire ça. Vous avez deux façons de faire. Vous allez dire, bon bah, pour chacun des points, je vais calculer 1 sur VI et 1 sur S, et puis je vais faire ma linéarisation de Lineweaver-Handberg. Vous avez maintenant des ordinateurs, et vous leur dites, je vais ajuster ces données-là. Donc dans l'ordinateur, vous donnez la formule Y égale AX sur B plus X, parce que vous savez que ces points doivent former une hyperbole. L'hyperbole a cette équation mathématique-là, et vous demandez à votre ordinateur, trace-moi la courbe idéale qui passe par le plus grand nombre de ces points-là, et de façon à en mettre de façon uniformément autant au-dessus qu'en dessous de cette courbe-là.
On appelle ça faire du fitting. To fit, c'est ajuster. On va faire du fitting et la courbe et l'ordinateur va nous faire ça en 2 secondes, beaucoup plus rapidement que si on prenait un papier millimétré et qu'on faisait la linéarisation. Donc maintenant on fait ça, hein. Moi il y a belle lurette que j'ai pu utiliser de papier millimétré pour estimer mes KM et Vmax. On a des logiciels de fitting. Alors il y a un logiciel qui s'appelle, si vous voulez, Kaleidagraph. Et ça, vous le verrez en L3, on va utiliser maintenant les logiciels qui nous permettent de... Et puis le logiciel va nous dire Y, alors on va dire ça si c'était, je sais pas moi, 130. Et là, hop, on va dire ici 80. Bah, le logiciel, il va me dire que ma fonction, ma fonction hyperbolique, ma branche d'hyperbole, elle avait cette équation y égale 130 x sur 80 plus x. Et de là, je déduis que km égale 80 et Vmax égale 130. C'est une autre façon, on n'utilise plus trop la linéarisation maintenant. Mais sachez qu'il faut le savoir à votre niveau. Dire, voilà, si j'ai que du papier millimétré, bah, je peux au moins calculer les Vmax et les km de façon précise. Voilà, j'ai à peu près terminé. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous voulez que je vous présente les différents types d'inhibiteurs? Est-ce que vous avez bien compris ce que c'est qu'un inhibiteur compétitif? On a tendance à symboliser les enzymes comme ça. Donc ça, si je mets ici le substrat que je vais faire toujours en rouge, ça c'est le substrat. Un inhibiteur compétitif va agir effectivement, alors je vais le faire ici en marron, donc il aura peut-être, hop, ça c'est l'inhibiteur compétitif. Il va se fixer par compétition au substrat. Donc la Km, la K'M va être augmentée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faudra beaucoup plus de substrat pour faire une compétition et chasser l'inhibiteur compétitif. Donc si celui-ci est dans le site actif, si l'inhibiteur compétitif s'il est dans le site actif, bah vous imaginez que le substrat il va pas se fixer aussi facilement. Donc on a l'impression que l'affinité est affectée, elle a diminué. Ok? Ensuite, l'inhibiteur non compétitif. Bah, vous imaginez toujours cette enzyme hop, hop, avec son substrat qui est toujours symbolisé ici. Et l'inhibiteur incompétitif, ce serait quelque chose, alors du coup j'ai besoin de refaire mon enzyme, ok, on va la faire comme ça, hop là, pardon. Voilà la structure de l'enzyme, et on va faire un inhibiteur compétitif qui serait de ce style-là. Inhibiteur non compétitif, pardon, je sais pas ce que je viens de dire. Ok, donc il va se fixer ça là, et simplement en se fixant là, il va affecter la Vmax. Mais lui, le substrat, lui, il n'y a pas de souci, hein. Il voit que le site actif est toujours disponible, il va se fixer indifféremment au site actif, et donc il ne va pas avoir son affinité qui a été affectée. Alors l'inhibition incompétitive, c'est un peu plus difficile. Il faut imaginer que vous avez votre enzyme qui est comme ça, plus votre substrat. Ça va donner, ils vont se reconnaître et ils vont former le complexe enzyme-substrat. Sauf qu'au moment de former le complexe enzyme-substrat, l'enzyme va subir un changement de conformation que lorsqu'elle a accommodé une molécule de substrat dans son site actif. Alors là, il va y avoir un changement de conformation. Et là, l'inhibiteur incompétitif, il va reconnaître uniquement cette espèce-là et il va venir se fixer là. Donc on dit que l'inhibiteur incompétitif, il bloque le complexe intermédiaire.
On appelle souvent inhibition incompétitive ou inhibition par blocage du complexe. Moi j'aime bien ce terme. Blocage du complexe intermédiaire ES. Ça c'est le complexe intermédiaire ES. D'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Comme c'est bloqué, pourquoi on a l'impression que la KM a diminué et que l'affinité a augmenté? Comme cet objet-là, avec trois partenaires, donc l'enzyme et deux autres partenaires que sont l'inhibiteur incompétitif et le substrat, cet objet-là, il est figé. Et donc on a l'impression que l'affinité, comme le substrat il reste des heures et des heures dans le site actif, on a l'impression que l'affinité a augmenté, donc la KM est diminuée. D'accord? Donc on a l'impression que l'affinité a augmenté. D'accord? Et ça va aussi affecter la Vmax parce que voilà, la catalyse est affectée, donc Vmax aussi, V'max est inférieur à Vmax. Mais voilà aussi, voilà pourquoi on a l'impression que c'est contre-intuitif quand on dit l'affinité a augmenté. L'affinité qui augmente, c'est pas forcément une bonne chose pour une enzyme à un moment donné. Il faut qu'elle libère qu'elle transforme son substrat en produit, qu'elle le libère. Si vous la figez dans cet état-là, hein, si elle est figée ici, si elle est figée dans cet état-là, et ben vous avez l'impression que le substrat reste des heures et des heures dans le site actif et que l'affinité a augmenté. Ok? C'est terminé pour cette séance-là. J'espère que vous avez bien suivi. On va faire une dernière séance. Alors, d'après ce que j'ai vu, ce sera pas la semaine prochaine. On va espacer un peu la dernière séance. Ok, donc je sais plus à quelle semaine on va refaire notre séance, mais je vous recontacterai pour la dernière séance consacrée au TD10. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais clore la session. J'attends quelques minutes. Et essayez de rameuter un peu vos camarades, de leur dire que de suivre ça. Moi, je sais pas pourquoi vous êtes si peu nombreux, mais c'est important que vous ayez au moins saisi ces notions-là. Et ce sera super important pour moi en L3, parce qu'on fait de l'enzymo, je m'occupe de l'UE d'enzymo. Et sachez que si vous avez déjà ces bonnes bases en tête, l'UE de l'enzymo, elle va démarrer très facilement pour vous. Si vous n'avez pas assimilé ces bases-là, parce que l'an prochain vous n'en ferez pas, en L2 vous ne faites pas d'enzymo, voilà, donc c'est important. Dites-leur de venir. Euh, voilà, sur ce je vous dis bonne journée, et puis à une prochaine. Au revoir.